1686, Thomas Walker, un simple ouvrier agricole du Derbyshire, enfonce sa pelle dans le sol près de l'église Saint-Winston à Repton. Son outil heurte quelque chose de dur, puis encore et encore. Ce qu'il découvre ce jour-là le glace d'effroi, des centaines d'ossements humains entassés les uns sur les autres, accompagnés d'armes anciennes et d'objets étranges. Terrorisé par cette macabre découverte, il rebouche rapidement le trou et n'en parle à personne. Presque 3 siècles plus tard, dans les années 1970, des archéologues britanniques exhument à nouveau ce site. Ce qu'ils trouvent dépasse tout ce qu'on avait imaginé. Un charnier contenant les restes d'au moins 264 personnes. Qui étaient ces hommes et ces femmes? Comment sont-ils morts? Et surtout, pourquoi avoir rassemblé autant de corps au même endroit? La réponse à ces questions nous ramène à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire anglaise, l'invasion de la grande armée païenne et son hivernage à Repton durant l'hiver 873-874. Mais ce que les ossements révèlent va bien au-delà de ce que les chroniques médiévales racontent. Automne 865, sur les côtes d'Est-Anglie, les guetteurs saxons aperçoivent une flotte comme ils n'en ont jamais vu. Des centaines de navires vikings fendent les vagues grises de la mer du Nord. Ce n'est pas un simple raid cette fois. Cette armée vient conquérir. Les Vikings ne sont pas des inconnus pour les Anglais. Depuis le pillage du monastère de Lindisfarne en 793, ces guerriers du Nord frappent régulièrement les côtes britanniques. Mais leur raid dure rarement plus de quelques jours. Ils débarquent, pillent, tuent, puis repartent avec leur butin. Cette fois, c'est différent, très différent. La force qui débarque est massive. Les historiens débattent encore de son effectif exact, certains parlant de 1000 hommes, d'autres de 3000, voire plus. Ce qui est certain, c'est qu'aucune armée viking de cette ampleur n'a jamais été vue en Angleterre. Et elle ne vient pas seulement du Danemark. Des guerriers norvégiens et suédois ont rejoint les rangs, attirés par la promesse de richesse et de terre. À la tête de cette coalition se trouvent 3 frères légendaires, Halfdan Ragnarsson, Ubbe et le plus redoutable d'entre eux, Ivar dit le Désossé. Selon les sagas nordiques, ces hommes sont venus venger la mort de leur père, Ragnar Lodbrok. Le roi Ella de Northumbrie aurait capturé Ragnar et l'aurait jeté vivant dans une fosse remplie de serpents venimeux. En mourant, Ragnar aurait prophétisé « Les porcelets grogneraient s'ils savaient ce que le vieux sanglier endure. Les porcelets, ce sont ses fils, et ils viennent faire gronder leur colère. » Mais est-ce vraiment pour venger leur père? Beaucoup d'historiens en doutent. La réalité est probablement plus pragmatique. Pendant des années, des mercenaires vikings ont servi en France, participant aux guerres entre l'empereur Louis le Pieux et ses fils. Là-bas, ils ont découvert que les monastères et les villes sur les rivières navigables sont des cibles faciles et lucratives. Le raid sur Paris en 845 leur a rapporté une fortune en argent. Mais maintenant, les Francs fortifient leurs villes et leurs cours d'eau. Le profit diminue. L'Angleterre, divisée en 4 royaumes rivaux et encore peu fortifiés, représente une opportunité en or. Le roi Edmond d'Est-Anglie comprend rapidement qu'il ne peut pas affronter une telle force. Il choisit la diplomatie. En échange de la paix, il fournit aux Vikings chevaux et provisions. Les guerriers scandinaves passent l'hiver 865-866 en Est-Anglie, se préparant pour la suite de leur campagne. Ils ne sont plus des raideurs, ils sont une armée d'occupation. Au printemps 866, la grande armée se met en marche vers le nord. Leur objectif, York, capitale du royaume de Northumbrie. Le choix n'est pas hasardeux. La Northumbrie est déchirée par une guerre civile. Le roi Osbert a été renversé par Ella et les 2 rivaux se disputent le trône. Les Vikings adorent les divisions internes. Elles facilitent la conquête. York tombe presque sans résistance. La ville, que les Danois appellent Jorvik, devient le premier joyau de leur conquête. Osbert et Ella tentent bien de reprendre la cité en 867, mais leur attaque désespérée échoue lamentablement. Les 2 rois sont tués, et selon la légende, Ivar fait subir à Ella le supplice de l'aigle de sang. On lui ouvre le dos, on lui brise les côtes et on étale ses poumons comme des ailes. Une mort atroce pour venger son père. Les Vikings installent un roi fantoche à York, un certain Egbert, qui ne règne que de nom. Le vrai pouvoir appartient aux conquérants danois. Pendant ce temps, la grande armée continue sa progression destructrice à travers l'Angleterre. En 869, ils retournent en Est-Anglie. Le roi Edmond, qui les avait pourtant aidés, refuse cette fois de se soumettre. Les Vikings le capturent et, selon la tradition chrétienne, le martyrisent en l'attachant à un arbre et en le criblant de flèches, comme Saint Sébastien.
Edmund devient un saint, mais son royaume n'existe plus. Seul le Wessex, sous le règne d'Ethelred et de son frère Alfred, résiste encore. En 871, lors de la bataille d'Ashdown, Alfred remporte une victoire surprenante contre les Vikings, tuant leur chef Bagzeg. Mais la victoire est de courte durée. Ethelred meurt quelques mois plus tard, et Alfred, devenu roi, doit acheter la paix en payant un tribut énorme. Les Vikings acceptent l'argent et se retirent temporairement, mais personne n'est dupe, ils reviendront. Entre 871 et 873, la Grande Armée passe l'hiver à Londres, puis à Torksey, dans le Lincolnshire. Les archéologues ont découvert ce camp de Torksey dans les années 2010. Il couvre 26 hectares et révèle une organisation sophistiquée, des ateliers de réparation de navires, des zones de fonte des métaux pour transformer le butin plié en lingots d'argent, et même des aires de jeux de dés. Ces camps ne sont pas de simples bivouacs militaires. Ce sont des villes temporaires où des milliers de personnes vivent, travaillent et commercent. Les Merciens, désespérés, perdent tribu après tribu pour éloigner la menace. Mais en 873, les Vikings décident qu'il est temps d'en finir. Ils marchent sur Repton. Pour comprendre pourquoi la prise de Repton fut un coup dévastateur, il faut saisir ce que représentait ce village. Repton n'était pas une grande ville, mais un centre spirituel et politique de première importance pour le royaume de Mercie. Au 7e siècle, un monastère double y avait été fondé, dirigé par une abbesse et abritant à la fois des moines et des nonnes. Mais surtout, Repton était le lieu de sépulture des rois merciens. Dans la crypte de l'église Saint-Wistan reposaient les souverains de la dynastie royale. Pour les Merciens, perdre Repton signifiait perdre le lien sacré avec leurs ancêtres, avec leur légitimité même. C'était comme si le cœur de leur royaume cessait de battre. À l'automne 873, la Grande Armée remonte la rivière Trent et établit son camp à Repton. La chronique anglo-saxonne est laconique mais claire. Cette année, l'armée se déplaça de Lindsey à Repton et y prit ses quartiers d'hiver et chassa le roi Burgred au-delà de la mer. Le roi Burgred n'est pas un lâche. Il a régné sur la Mercie pendant 22 ans, résistant aux pressions vikings du mieux qu'il pouvait. Mais face à la grande armée concentrée à Repton, il comprend que tout est perdu. Plutôt que de mourir inutilement, il s'enfuit à Rome où il finira ses jours en exil. Sa femme Ethelswith, sœur d'Alfred le Grand, le suit dans sa fuite. Les Vikings ne perdent pas de temps. Ils installent sur le trône mercien un certain Ceolwulf, que la chronique anglo-saxonne décrit avec mépris comme un teigne insensé d'un roi fou. Mais ce portrait est sans doute injuste, dicté par la propagande du Wessex. Les chartes et les pièces de monnaie de l'époque montrent que Ceolwulf gouvernait effectivement la Mercie et était reconnu par ses sujets. Les Vikings ne voulaient pas détruire le royaume, ils voulaient le contrôler. Les fouilles archéologiques menées à Repton depuis les années 1970 par Martin Biddle et Birte Kjølby Biddle ont révélé l'ampleur de l'occupation viking. Les guerriers scandinaves n'ont pas simplement campé près de l'église. Ils ont construit un véritable fort. Une immense tranchée en forme de 500e a été creusée, reliant la rivière Trent à l'église Saint-Wistan. Cette fortification couvrait au moins 5 hectares, peut-être davantage. L'église elle-même a été intégrée au système défensif, servant probablement de porte d'entrée principale et peut-être de salle commune. Pour y parvenir, les Vikings ont dû détruire des tombes saxonnes séculaires. Ils ont également brisé en morceaux au moins 10 croix de pierre anglo-saxonnes sculptées. C'était un acte nané libéré de profanation. Les Vikings envoyaient un message clair. Les anciens rois merciens ne règnent plus, leurs symboles sacrés ne comptent plus. Le pouvoir a changé de main. Et pour enfoncer le clou, ils ont transformé un bâtiment anglo-saxon, probablement un mausolée royal, en quelque chose de totalement différent. En 1980, les archéologues ont découvert un tertre peu profond dans le jardin du presbytère, à quelques mètres de l'église. Sous ce monticule se trouvait un bâtiment dont le toit avait été arraché et les murs partiellement démolis. À l'intérieur, une scène nan-horreur figée dans le temps, les ossements d'au moins 264 personnes, empilés et enchevêtrés. Ce n'était pas une tombe ordinaire. Les os longs avaient été soigneusement disposés pour pointer vers le centre de la pièce où se trouvait un grand cercueil de pierre. Le corps qui reposait dans ce cercueil avait disparu depuis longtemps, perturbé par les fouilles antiquaires des siècles précédents. Mais son importance était évidente, c'était la sépulture centrale, et tous les autres corps avaient été arrangés autour d'elle. Parmi les ossements, les archéologues ont trouvé des haches vikings, plusieurs couteaux,
un pendentif en forme de marteau de Thor en argent et 5 pièces d'argent datant des années 872-875. L'analyse des restes squelettiques a révélé des détails troublants. 80% des corps étaient des hommes, principalement âgés de 18 à 45 ans. Beaucoup portaient des traces de blessures violentes. 20% étaient des femmes. Pendant des années, ce charnier a posé un problème majeur aux historiens. Tout indiquait qu'il s'agissait des morts de la Grande Armée. L'emplacement correspondait au camp d'hiver de 873-874. Les artefacts vikings étaient en présent. Les pièces de monnaie datèrent de la bonne période. Mais les premières datations au radiocarbone, réalisées dans les années 1980, racontaient une histoire différente. Les ossements semblaient s'étaler sur plusieurs siècles, certains remontant au 7e ou 8e millénième siècle. Comment était-ce possible? Les archéologues étaient perplexes. Soit leur interprétation du site était complètement erronée, soit quelque chose clochait avec les datations. La réponse est venue en 2018, grâce aux travaux de l'archéologue Kat Jarman de l'université de Bristol. Elle a compris le problème, l'effet de réservoir marin. Les Vikings étaient des marins et leur alimentation comprenait beaucoup de poissons et de fruits de mer. Or, le carbone présent dans les organismes marins est plus ancien que celui des organismes terrestres, car il provient de couches océaniques profondes où le carbone circule lentement. Quand on mange du poisson, on incorpore ce carbone ancien dans ses os. Résultat, lors d'une datation au radiocarbone, les ossements semblent plus vieux qu'ils ne le sont réellement. Kat Jarman a repris toutes les datations en appliquant une correction pour cet effet de réservoir marin basé sur l'analyse isotopique des os qui permet de déterminer quelle proportion de nourriture marine chaque individu consommait. Les résultats ont été spectaculaires. Une fois corrigées, toutes les datations convergeaient vers la même période, l'hiver 873-874. Les ossements du charnier de Repton appartenaient bien à la Grande Armée viking. Le mystère était résolu. Mais cela soulevait de nouvelles questions. Comment 264 personnes minimum étaient-elles mortes en un seul hiver? Les os ne montraient pas tous des traces de combat. Certains guerriers avaient été tués au combat, c'est certain, mais beaucoup semblaient avoir succombé à autre chose. L'hiver 873-874 a probablement été terrible pour les Vikings campés à Repton. Des milliers de guerriers, de marchands et de femmes vivaient entassés dans des conditions d'hygiène précaires. L'eau de Latrin, où ils puisaient, était sans doute contaminée. La nourriture se faisait rare à mesure que l'hiver s'éternisait. Dans ces conditions, une épidémie a pu se propager rapidement. Dysenterie, typhus ou peut-être une autre maladie que nous ne pouvons plus identifier. Les sources historiques ne mentionnent rien, mais le silence des textes ne signifie pas l'absence de catastrophe. Pour les chroniqueurs chrétiens de l'époque, une maladie frappant les païens pouvait même être vue comme un châtiment divin. L'absence généralisée de traces de blessures sur de nombreux ossements soutient cette hypothèse. Ces hommes et ces femmes n'ont pas été tués au combat. Ils sont morts de maladie, loin de chez eux, dans un pays hostile. Et leurs camarades ont dû trouver un moyen de gérer cette hécatombe. La solution a été radicale. Transformer un bâtiment saxon en charnier géant. Les corps ont été placés dans cette structure, probablement au fur et à mesure des décès. L'arrangement méticuleux des ossements, tous pointant vers le cercueil central, suggère que ce n'était pas un simple dépotoir, mais un véritable monument funéraire, construit avec soin. Le cercueil central contenait probablement un chef de très haut rang. Les Vikings croyaient qu'un guerrier devait être entier pour entrer au Valhalla, la salle des morts glorieux d'Odin. Certains archéologues ont suggéré que ce chef pourrait être Ivar le Désossé lui-même, car les chroniques irlandaises mentionnent sa mort en 873, exactement au moment où la Grande Armée hivernait à Repton. En 1686, quand Thomas Walker a découvert le site, il a également trouvé un autre cercueil isolé, à quelques mètres du charnier. Ce cercueil contenait le squelette d'un homme de taille exceptionnelle, peut-être 2-7 mètres de haut. Il avait été enterré avec une épée, un couteau, un petit pendentif en forme de marteau de Thor, et curieusement, une défense de sanglier placée entre ses jambes. Le squelette montrait des signes de violence extrême, coups à la tête, blessures multiples aux bras et aux cuisses. Cet homme était mort au combat, tué dans une violence inouïe. Sa taille extraordinaire et la richesse de son enterrement suggéraient qu'il s'agissait d'un guerrier de très haut statut. Martin Biddle a proposé une théorie audacieuse. Ce squelette pourrait être celui d'Ivar le Désossé. Le surnom le Désossé a longtemps intrigué les historiens. Certains pensaient qu'Ivar souffrait d'une maladie osseuse, le rendant incapable de marcher, peut-être une ostéogenèse imparfaite.
D'autres suggéraient que c'était une métaphore pour sa souplesse au combat ou sa cruauté. Mais le squelette de Repton ne montrait aucun signe de maladie osseuse. Au contraire, c'était un homme robuste, fort, qui avait combattu férocement. Alors pourquoi le désosser? Une explication possible vient d'une ancienne chronique viking qui raconte l'histoire d'un guerrier aux os ratatinés, mort après avoir pillé un monastère près de Paris. Ce surnom pourrait simplement désigner la manière dont son corps a été mutilé au combat. La défense de sanglier placée entre ses jambes a une signification symbolique forte. Selon les croyances vikings, un guerrier devait être physiquement complet pour rejoindre le Valhalla. Si Ivar avait été émasculé pendant le combat, ses compagnons auraient placé cette défense pour remplacer symboliquement ce qui manquait, garantissant ainsi son passage dans l'au-delà. Autour de ce cercueil, les restes de 200 guerriers et 50 femmes ont été disposés. Si ce corps est bien celui d'Ivar, alors le charnier prend tout son sens. C'est un monument funéraire gigantesque érigé autour de leur chef tombé. Les femmes étaient là peut-être des épouses, des compagnes ou des esclaves sacrifiés selon les rites funéraires vikings que nous connaissons d'autres sites. À quelques mètres du charnier principal, une autre tombe a été découverte, tout aussi troublante. 4 enfants, âgés de 8 à 18 ans, enterrés ensemble. À leurs pieds, une mâchoire de mouton. Près d'eux, de grosses pierres qui ont peut-être servi de marqueurs. Au moins 2 de ces enfants présentaient des signes de traumatisme violent. Cette découverte a glacé les archéologues. Selon les sagas nordiques et les témoignages historiques, les Vikings pratiquaient parfois des sacrifices humains lors des funérailles de chefs importants. Des esclaves ou des prisonniers étaient tués pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Le voyageur arabe Ibn Fadlan, qui a assisté à des funérailles vikings en Russie en 921, décrit avec horreur le sacrifice d'une jeune esclave lors de l'enterrement d'un chef. Ces 4 enfants ont-ils été sacrifiés lors des funérailles d'Ivar? Les nouvelles datations au radiocarbone placent leur mort entre 872 et 885, ce qui correspond parfaitement au séjour de la Grande Armée à Repton. Leur enterrement près du charnier suggère un lien direct avec les funérailles vikings. Si cette interprétation est correcte, nous avons là une preuve archéologique rare d'un aspect sombre de la culture viking que les sagas mentionnent, mais que les fouilles confirment rarement. Ces enfants, probablement anglo-saxons capturés lors des raids, ont été tués rituellement pour servir un chef viking dans l'autre monde. Parmi les découvertes de Repton, une sépulture se distingue particulièrement. La tombe G295, G511. Elle contenait 2 hommes enterrés ensemble, ce qui est inhabituel. Le plus âgé d'environ 50 ans, portait un pendentif de marteau de Thor, une épée viking et plusieurs autres artefacts de grande valeur. Il avait reçu de nombreuses blessures mortelles, dont une terrible entaille au fémur gauche qui avait presque sectionné sa jambe. Le second homme, plus jeune, était enterré à ses côtés. Les analyses ADN et isotopiques suggèrent que les 2 hommes étaient apparentés, peut-être père et fils. Les nouvelles datations placent leur mort entre 873 et 886. Kat Jarman a proposé une identification audacieuse. Dans cette période, les chroniques irlandaises mentionnent 2 personnages importants qui correspondent à ce profil, Olaf ou Amlaib et son fils. Olaf était un roi viking dominant en Irlande et en Écosse depuis les années 850. Il était probablement le frère d'Ivar le Désossé. En 870-871, Olaf et Ivar ont mené campagne ensemble en Écosse, assiégeant notamment le rocher de Dumbarton. Après cette campagne, Olaf est retourné en Irlande. Mais en 874, il est revenu en Écosse, où le roi Constantin l'a tué. Son corps aurait été ramené à Repton pour être enterré avec les honneurs aux côtés des autres chefs de la Grande Armée. Si cette identification est correcte, nous avons là les restes d'un des plus grands rois vikings de son époque, un homme qui a terrorisé l'Irlande pendant plus de 20 ans. Son enterrement à Repton, loin de ses terres irlandaises, suggère l'importance symbolique du site pour les Vikings. Repton n'était pas seulement un camp d'hiver, c'était devenu un lieu sacré, un monument à leur conquête de l'Angleterre. Pendant longtemps, les archéologues ont pensé que le camp viking de Repton se limitait à l'enceinte en forme de 500e d'environ 5 hectares. Mais cette taille semblait étrangement petite pour héberger la Grande Armée, surtout comparée au camp de Torksey, qui couvrait 26 hectares. Les fouilles récentes de Kat Jarman et de son équipe ont bouleversé cette vision.
En utilisant des techniques de prospection géophysique, notamment le radar à pénétration de sol, ils ont découvert que le camp s'étendait bien au-delà de l'enceinte fortifiée. Des structures, des chemins et des plateformes de gravier ont été détectés sur une zone beaucoup plus vaste, probablement tout le domaine de l'ancien monastère. Les nouvelles excavations ont révélé des ateliers où les Vikings réparaient leurs navires, fondaient les métaux pillés pour créer des lingots d'argent et fabriquaient des armes. Des fragments de meules saxonnes brisées, des morceaux de croix sculptés et des restes d'armement, haches de guerre et pointes de flèches ont été découverts. Un chemin reliant les zones d'ateliers au charnier a été identifié, confirmant que les deux secteurs faisaient partie du même complexe. Cela renforce l'hypothèse que le bâtiment du charnier avait d'abord servi d'atelier aux Vikings, avant d'être transformé en monument funéraire. Ces découvertes transforment notre compréhension de Repton. Ce n'était pas un simple bivouac militaire, mais une véritable ville temporaire où des milliers de personnes vivaient, travaillaient et mourraient pendant l'hiver 873-874. C'était un centre économique où le butin était transformé en richesse transportable, un centre militaire d'où partaient les raids, et un centre spirituel où les morts étaient honorés selon les rites scandinaves. Les techniques modernes d'analyse isotopique ont permis d'en apprendre davantage sur les individus enterrés à Repton. En examinant les isotopes de strontium dans les dents, les scientifiques peuvent déterminer où une personne a grandi, car la composition du strontium varie selon les régions géologiques. Les résultats ont montré que les hommes du charnier venaient d'origines géographiques très diverses. Beaucoup avaient grandi en Scandinavie, comme on pouvait s'y attendre, mais d'autres provenaient des îles britanniques. Certains isotopes suggèrent des origines aussi lointaines que la région de la mer Baltique. La Grande Armée n'était pas une force ethniquement homogène. C'était une coalition de guerriers venus de tout le monde scandinave et même au-delà, unis par la soif de richesse et de conquête. Les femmes présentes dans le charnier posent une question particulière. L'analyse isotopique a révélé que beaucoup d'entre elles étaient d'origine anglo-saxonne locale. Elles n'avaient pas grandi en Scandinavie, mais en Angleterre. Comment se sont-elles retrouvées dans ce charnier viking? Plusieurs explications sont possibles. Certaines étaient peut-être des captives emmenées lors des raids et devenues les compagnes des guerriers vikings. D'autres pourraient avoir été des anglo-saxonnes qui avaient épousé des vikings, volontairement ou non. L'ADN ancien, en cours d'analyse par des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz et de l'Institut Max Planck, pourrait révéler des liens familiaux entre certains individus et éclairer ces mystères. Au printemps 874, la Grande Armée quitte Repton, mais elle ne part pas unie. Les pertes subies pendant l'hiver, que ce soit au combat ou à cause de l'épidémie, ont affaibli la force viking. De plus, après presque 10 ans de campagne continue, de nombreux guerriers aspirent à s'installer sur les terres conquises. L'armée se divise en deux groupes. Le premier, dirigé par Halfdan Ragnarsson, se dirige vers le nord. En 876, ils se partagent la terre en Northumbrie selon la chronique anglo-saxonne. Ces Vikings cessent d'être des raiders pour devenir des fermiers et des colons. Le royaume viking de York, centré sur Jorvik, commence à prendre forme. Il perdurera avec des interruptions jusqu'au milieu du Xe et XIe siècle. Le second groupe, mené par Guthrum, Ossetel et Anvend, se dirige vers le sud. Leur objectif, conquérir le Wessex, le dernier royaume anglo-saxon indépendant. Ils s'installent d'abord à Cambridge pour l'hiver 874-875, puis à Wareham. Ils occupent une position fortifiée et rançonnent les environs. Alfred le Grand, devenu roi du Wessex, tente de négocier. Il paye des tributs, signe des traités, gagne du temps pour organiser sa défense. Mais les Vikings ne respectent jamais longtemps leurs promesses. Ils attaquent à nouveau, et au départ, ils ont l'avantage. Le tournant survient en mai 878 à la bataille d'Eddington. Acculé, Alfred rassemble ses forces et inflige aux Vikings leur première défaite majeure depuis des années. Guthrum est forcé de négocier sérieusement. Dans ce qui devient connu comme le traité de Wedmore, il accepte de se faire baptiser avec 30 de ses guerriers et de retirer son armée du Wessex. Plus important encore, le traité d'Alfred et Guthrum, signé peu après, établit les frontières entre les territoires anglo-saxons et vikings. Une vaste région du nord et de l'est de l'Angleterre reste sous contrôle scandinave. Cette zone devient connue sous le nom de Danelaw, la loi des Danois, où les coutumes, les lois et la langue nordique prédominent. Repton n'était qu'un camp d'hiver parmi d'autres, pourtant son importance est énorme. C'est le seul site de la Grande Armée qui a été fouillé extensivement.
nous offrant une fenêtre unique sur la manière dont ces guerriers vivaient, combattaient et mouraient. Le monument funéraire construit autour du charnier était intentionnel. Les Vikings voulaient laisser une marque durable dans le paysage. Visible depuis la rivière Trent, ce tertre envoyait un message clair aux Anglo-Saxons. Nous sommes ici, nous avons conquis votre terre sacrée, et nos morts la possèdent maintenant. La transformation du mausolée royal mercien en charnier viking était un acte symbolique puissant. En profanant le lieu de repos des rois anglo-saxons et en y enterrant leur propre chef, les Vikings affirmaient leur domination non seulement militaire, mais aussi spirituelle. Ils ne se contentaient pas de conquérir des terres, ils conquéraient l'histoire et la mémoire. Les artefacts trouvés à Repton révèlent aussi la richesse de la grande armée, les pièces d'argent, les armes finement travaillées. Les pendentifs en forme de marteau de Thor montrent que ces guerriers avaient accumulé des trésors considérables pendant leurs années de pillage. Repton était probablement un centre de redistribution où le butin était partagé entre les chefs et leurs hommes. À environ 800 mètres de Repton se trouve un autre site viking remarquable, Heathwood. C'est le seul cimetière de crémation viking connu au Royaume-Uni. Entre 1998 et 2000, des fouilles y ont révélé au moins 59 tumuli contenant des restes incinérés, accompagnés d'armes, d'outils et même d'ossements d'animaux. Les datations placent ces enterrements entre la fin du 9e siècle et le début du 10e siècle, soit après le départ de la grande armée de Repton. Ces tombes appartiennent probablement aux Vikings qui sont restés dans la région après la division de l'armée en 874, s'installant comme fermiers et artisans. La présence de deux sites funéraires vikings si proches, le charnier de Repton pour les morts de la Grande Armée et Heathwood pour les colons qui ont suivi, montrent l'importance durable de cette région pour les Scandinaves. Repton et ses environs sont devenus un centre de colonisation viking en Mercie. Cette colonisation a laissé des traces profondes. Les noms de lieux du Derbyshire et des comtés environnants portent encore aujourd'hui des marques scandinaves. Les terminaisons en bail, village et torp, hameau, viennent du vieux norrois. Des mots d'origine viking ont pénétré l'anglais, sky, ciel, egg, œuf, they, il, et des centaines d'autres. Les analyses d'ADN anciens menées sur les ossements de Repton et d'autres sites vikings en Angleterre révèlent l'ampleur du mélange génétique qui a suivi l'invasion de la Grande Armée. Les Vikings ne sont pas restés un groupe isolé. Ils se sont mariés avec des anglo-saxonnes, ont eu des enfants, et leurs descendants sont devenus une partie intégrante de la population anglaise. Dans certaines régions du nord et de l'est de l'Angleterre, jusqu'à 5-10% de l'ascendance génétique provient des Vikings. Ce n'est pas négligeable. Des millions d'Anglais modernes portent dans leur gènes le souvenir de ces guerriers scandinaves venus conquérir leur île il y a plus de 1000 ans. Mais l'héritage viking ne se limite pas à la génétique. Les institutions juridiques du Danelaw étaient différentes de celles du reste de l'Angleterre. Le système des jurys trouve ses racines dans les assemblées nordiques où les hommes libres se réunissaient pour juger les affaires. Certains historiens pensent que ce système, adopté plus tard par toute l'Angleterre puis par le monde anglo-saxon, est un héritage viking. Malgré toutes les découvertes, de nombreux mystères subsistent. Nous ne savons toujours pas avec certitude qui était enterré dans le cercueil de pierre au centre du charnier. Était-ce vraiment Ivar le désossé? Le squelette géant découvert en 1686 est-il le sien? Les chroniques irlandaises disent qu'Ivar est mort en 873, mais elles ne précisent pas où ni comment. La nature exacte de l'épidémie qui a tué tant de Vikings reste inconnue. Les techniques modernes de paléopathologie pourraient peut-être identifier la maladie en analysant l'ADN pathogène conservé dans les os, mais ces analyses n'ont pas encore été réalisées. Le rôle des femmes dans la Grande Armée pose aussi question. Étaient-elles de simples captives et compagnes, ou certaines ont-elles participé activement aux campagnes? Les sagas nordiques mentionnent des guerrières, les fameuses Shield Maidens, mais la preuve archéologique de leur existence est controversée. Les 20% de femmes dans le charnier de Repton ont-elles été tuées au combat ou sont-elles mortes de maladie comme les hommes? La prise de Repton en 873 a marqué la fin effective du royaume indépendant de Mercie. Certes, Ceolwulf a continué à régner comme roi mercien, frappant même sa propre monnaie. Mais après le partage des terres en 877, la Mercie orientale est devenue partie intégrante du Danelaw, gouverné directement par des jarls vikings.
Seule la Mercie occidentale est restée sous contrôle anglo-saxon, et même là, elle est progressivement tombée sous l'influence du Wessex. En 918, Æthelflæd, fille d'Alfred le Grand et dame des Merciens, a unifié ce qui restait de la Mercie avec le Wessex. Le royaume qui avait dominé l'Angleterre centrale pendant des siècles avait cessé d'exister. Cette transformation politique n'aurait pas été possible sans les événements de Repton. En chassant Burgred et en profanant le cœur spirituel du royaume, les Vikings ont brisé la légitimité de la dynastie royale mercienne. Ceolwulf, bien qu'il ait régné de facto, n'avait pas la même autorité sacrée que ses prédécesseurs enterrés à Repton. L'histoire de la Grande Armée ne s'arrête pas à Repton. Dans les décennies qui ont suivi, les descendants d'Alfred le Grand ont progressivement reconquis le Danelaw. En 954, le dernier roi viking de York, Éric Blodaxe, a été chassé, et toute l'Angleterre s'est retrouvée unifiée sous un seul roi anglo-saxon. Mais l'unification était superficielle. Le Danelaw conservait ses particularités culturelles et juridiques. Les colons scandinaves s'étaient enracinés trop profondément pour être simplement éliminés ou assimilés rapidement. Il a fallu des générations pour que les différences s'estompent. Et même alors, le souvenir des Vikings est resté vivace. Les chroniques monastiques, écrites par des moines dont les prédécesseurs avaient souffert des raids, dépeignaient les Scandinaves comme des barbares païens et cruels. Cette image négative a dominé l'historiographie pendant des siècles. Ce n'est qu'avec l'archéologie moderne que nous avons commencé à voir une image plus nuancée. Les Vikings n'étaient pas seulement des pillards. Ils étaient aussi des commerçants, des explorateurs, des artisans et des colons. Leur impact sur l'Angleterre a été profond et durable. Les travaux de Cat Jarman et de son équipe depuis 2012 ont révolutionné notre compréhension de Repton. En résolvant le problème des datations au radiocarbone, ils ont confirmé définitivement que le charnier appartenait à la Grande Armée. Les analyses isotopiques ont révélé l'origine géographique diverse des guerriers. Les nouvelles fouilles ont montré que le camp était beaucoup plus grand qu'on ne le pensait. Mais le travail n'est pas terminé. Les analyses d'ADN anciennes en cours pourraient révéler des liens familiaux insoupçonnés entre les individus enterrés à Repton. Elles pourraient aussi confirmer ou infirmer les identifications proposées, comme celle d'Olaf et de son fils dans la tombe double. Les fouilles futures pourraient découvrir d'autres secteurs du camp, d'autres tombes, d'autres secrets. Repton n'a pas encore livré tous ses mystères. Chaque nouvelle campagne de fouilles apporte son lot de surprises. L'histoire de la Grande Armée et de Repton a inspiré de nombreuses œuvres de fiction. La série télévisée Viking a popularisé les figures de Ragnar Lodbrok et de ses fils, bien que de manière très romancée. Le jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla se déroule en partie à Repton pendant l'occupation de la Grande Armée, permettant aux joueurs d'explorer le site tel qu'il aurait pu être au 9 et 1000e siècle. Ces représentations, bien que souvent historiquement imprécises, ont contribué à raviver l'intérêt du public pour l'ère viking. Des milliers de personnes visitent maintenant Repton chaque année, curieuses de voir le site où la Grande Armée a campé il y a plus de 1000 ans. L'église Saint-Wistan, qui a survécu à l'occupation viking et qui se dresse toujours aujourd'hui, est un lien tangible avec ce passé tumultueux. Sa crypte du 8 et 1000e siècle, que les Vikings ont utilisée dans leurs fortifications, contient encore des piliers sculptés qui ont vu les guerriers scandinaves passer. Repton n'était qu'un épisode dans la vaste expansion viking qui a marqué l'Europe entre le 8e et le 11 et 1000e siècle. Pendant que la Grande Armée ravageait l'Angleterre, d'autres Vikings fondaient des colonies en Irlande, en Écosse, aux îles Féroé, en Islande. D'autres encore naviguaient vers l'Est, remontant les fleuves russes jusqu'à Constantinople et Bagdad. L'impact des Vikings sur l'Europe médiévale a été immense. Ils ont stimulé le commerce à longue distance, introduit de nouvelles technologies maritimes et forcé les royaumes européens à se moderniser pour leur résister. Les fortifications, l'organisation militaire permanente, la centralisation du pouvoir royal, toutes ces innovations ont été en partie une réponse à la menace viking. Ironiquement, les descendants des Vikings sont devenus certains des plus grands bâtisseurs de royaumes médiévaux. Les ducs de Normandie, descendants du chef viking Rollon, ont conquis l'Angleterre en 1066. Le royaume normand de Sicile, fondé par des aventuriers vikings, est devenu l'un des États les plus sophistiqués d'Europe. La garde varègue de l'empereur byzantin était composée de guerriers scandinaves. Si l'on devait identifier un moment où le destin de l'Angleterre a basculé, l'hiver 873-874 à Repton serait un candidat sérieux. Avant cet hiver, la Grande Armée était une force unie et apparemment invincible.
Après cet hiver, elle s'est divisée, affaiblie par les pertes et les tensions internes. Cette division a permis à Alfred le Grand de survivre et finalement de triompher. Si la Grande Armée était restée unie sous le commandement d'Ivar, le Wessex serait probablement tombé comme les autres royaumes. L'Angleterre entière serait devenue scandinave, changeant radicalement le cours de l'histoire européenne. Mais Ivar est mort, peut-être à Repton même. Halfdan a choisi de s'installer en Northumbrie plutôt que de poursuivre la conquête. Guthrum, bien que redoutable, n'avait pas le génie stratégique d'Ivar. Ces circonstances ont donné à Alfred l'opportunité dont il avait besoin. Qu'est-ce que Repton nous enseigne? D'abord, que la guerre dans le haut Moyen-Âge n'était pas seulement affaire de batailles rangées, mais aussi de campagnes de siège, d'épidémies et d'usure. La Grande Armée n'a pas été vaincue militairement à Repton, mais elle y a subi des pertes si lourdes qu'elle ne s'en est jamais vraiment remise. Ensuite, que la colonisation viking n'était pas un simple phénomène de conquête. Les Vikings qui sont restés en Angleterre ont fondé des familles, cultivé la terre, participé au commerce. Ils sont devenus anglais, même s'ils conservaient certaines de leurs traditions. Enfin, que l'archéologie peut révéler des aspects de l'histoire que les textes passent sous silence. Les chroniques mentionnent à peine Repton. Elles ne parlent pas de l'épidémie, des centaines de morts, du monument funéraire géant. Sans les fouilles, nous ne saurions rien de tout cela. Les 264 ossements du charnier de Repton racontent une histoire que les chroniqueurs médiévaux n'ont pas voulu ou pas pu raconter. Ils parlent de guerriers venus de contrées lointaines, unis par le rêve de richesse et de gloire. Ils parlent de femmes entraînées dans des destinées qu'elles n'avaient pas choisies. Ils parlent d'une épidémie qui a frappé sans distinction les forts et les faibles. Ils parlent aussi de rituels funéraires élaborés, de croyances profondes, en un au-delà où les guerriers morts continueraient à combattre et à festoyer. Ils parlent de la volonté de laisser une marque durable dans le paysage, de proclamer « Nous étions ici et nous étions puissants ». Aujourd'hui, plus de 1000 ans après cet hiver terrible, les ossements de Repton continuent de révéler leurs secrets. Chaque nouvelle technique d'analyse, isotope, ADN ancien, radiocarbone amélioré, apporte de nouvelles réponses et de nouvelles questions. Qui était vraiment l'homme dans le cercueil de pierre? Quels liens familiaux unissaient les guerriers enterrés ensemble? Quelle maladie a tué tant de Vikings cet hiver-là? Ces mystères pourraient être résolus dans les années à venir, à mesure que la science progresse et que de nouvelles fouilles sont menées. Mais même si certaines questions restent sans réponse, une chose est certaine. Repton n'était pas une simple halte dans la conquête viking de l'Angleterre. C'était un lieu où l'histoire a basculé, où une armée apparemment invincible a subi des pertes catastrophiques, où les graines de la future Angleterre anglo-danoise ont été plantées. Les ossements enterrés sous ce tertre modeste dans le Derbyshire ne sont pas seulement les restes de guerriers oubliés, ce sont les témoins silencieux d'un moment charnière de l'histoire européenne, quand le monde viking et le monde anglo-saxon se sont heurtés dans une lutte qui a forgé une nouvelle nation. Et dans ces eaux, si nous savons les écouter, résonne encore l'écho des épées qui s'entrechoquent, des cris des mourants, des chants funéraires vikings et du vent d'hiver qui balayait la Train, cet hiver lointain de 873-174, quand la grande armée païenne hivernait à Repton et que l'histoire de l'Angleterre s'écrivait dans le sang et les ossements.